Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, déconnecte et reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet sensible pour de nombreux parents, la réussite scolaire. C'est déjà la fin du deuxième trimestre et c'est la panique chez certains parents parce que voilà, les choses ne se sont pas améliorées et on craint l'échec de l'enfant. Aujourd'hui, nous parlerons de ce fameux manque de concentration qui semble devenir la norme et qui est finalement le pied de l'épine pour la réussite scolaire de nos enfants. L'une des conséquences de la surexposition des enfants est effectivement cette concentration. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi votre enfant a des difficultés à rester focalisé sur une tâche monotone comme un exercice de mathématiques ou une leçon d'histoire. Une maman m'a écrit l'année dernière désemparée. Son fils, brillant par ailleurs, semblait incapable de rester focalisé sur ses devoirs plus de 5 minutes. Elle voyait justement ses résultats chuter et s'inquiétait pour son avenir, ce qui est normal en tant que parent. Nous aspirons tous à voir nos enfants réussir, décrocher de grands diplômes et s'épanouir dans de belles carrières. Mais j'ai reçu tellement de messages similaires. Il n'est pas concentré, elle est toujours dans la lune, je ne sais plus quoi faire. Chers parents, il faut comprendre que la concentration n'est pas un trait de caractère avec lequel on naît ou pas. C'est un muscle cognitif et l'une des conséquences premières de la surexposition des enfants aux écrans, c'est justement l'atrophie de ce muscle, ce qui est tout à fait logique, normal qu'un jeune cerveau habitué à une surstimulation permanente trouve la page blanche d'un cahier ou la voix d'un enseignant d'un ennui mortel. Alors que se passe-t-il dans la tête de votre enfant? Pour comprendre, il faut retourner, regarder du côté du circuit de la récompense. Je dis retourner parce que c'est une question qu'on a déjà abordée, je crois, dans l'épisode 2 de notre podcast Madame K, déconnecte et reconnecte. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter les 2 premiers épisodes, ils sont vraiment géniaux. Alors, les écrans, jeux vidéo, réseaux sociaux, vidéos courtes, fonctionnent sur le principe de la gratification instantanée. À chaque nouveau stimulus, un like, une explosion, une nouvelle image, le cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir et de l'anxiété. Bon, vous connaissez la dopamine. Le problème ici, c'est que le cerveau s'habitue à ce niveau d'intensité, comme un drogué. Face à une leçon de mathématiques ou à la lecture d'un livre, des activités qui demandent un effort soutenu avant d'arriver à une satisfaction. Face à ce type justement d'exercice d'activité, le cerveau de l'enfant entre en état de manque, comme chez un drogué. Le cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre de l'attention sélective, est littéralement court-circuité par cette recherche de plaisir immédiat. L'enfant ne veut pas être distrait. Il ne veut pas, les parents. Son cerveau est simplement devenu incapable de maintenir son attention sur un objet qui ne clignote pas. La question du circuit de la récompense, comme je le dis, a déjà été détaillée. Je vous recommande vraiment d'aller l'écouter pour approfondir. Alors, pour bien comprendre la question, notre question du jour qui est la concentration chez nos bébés, je vais vous l'élaborer en 3 points principaux. Je vous recommande d'être assez attentif aujourd'hui particulièrement parce que c'est vraiment important cette question de concentration. Alors, le premier point à travers lequel on va comprendre la concentration concerne le conflit entre l'attention exogène et endogène. Je crois que vous voyez un peu où je veux en venir. Le cerveau dispose de 2 modes d'attention. L'attention exogène, qui est la capture automatique, c'est le mécanisme de survie.
Si un lion surgit devant vous, ok, aucune lumière clignote, votre cerveau va automatiquement se tourner vers la source sans réfléchir. Les écrans, eux, sollicitent exclusivement cette attention facile et réflexe. L'attention endogène, elle est plutôt volontaire, elle n'est pas automatique. C'est elle dont l'enfant a besoin pour l'école. C'est sa capacité de décider consciencieusement de se concentrer sur un test. Vous voyez la différence? Le problème ici, c'est qu'en passant des heures sur des écrans ultra stimulants, l'enfant muscle son attention réflexe et laisse mourir son attention volontaire. Le cortex préfrontal dorsolatéral particulièrement, c'est lui le chef d'orchestre des fonctions exécutives supérieures. Là aussi, les fonctions exécutives, on en a parlé dans un des épisodes. Écoutez les épisodes précédents, je vous en prie. D'accord? Ils sont vraiment des pépites. Les fonctions exécutives, particulièrement les fonctions exécutives supérieures, sont un domaine clé pour la concentration. Donc, le cortex préfrontal, donc, comme je disais, dorsolatéral, n'est plus entraîné à faire l'effort de chercher l'information. Il attend qu'on la lui jette au visage. Voilà ce qu'il en est. Attention exogène contre attention endogène volontaire. Le deuxième point à travers lequel j'aimerais qu'on comprenne ce principe, c'est ce qu'on va appeler la myopie temporelle. La prestigieuse université de Harvard, dans ses recherches sur le développement neurologique, insiste sur le rôle des circuits dopaminergiques qui sont un ensemble de circuits neuronaux utilisant la dopamine comme neurotransmetteur pour réguler les fonctions essentielles comme le mouvement, la motivation, le plaisir et beaucoup d'autres. Alors, les applications que vous avez sur vos téléphones, sur vos tablettes et autres objets que vous, je sais pas, il y a tellement de gadgets ici dehors. Mais bon, et là, je vais me limiter sur les téléphones et les tablettes. Donc, les applications que vous avez sur ces appareils sont conçues pour créer des boucles de rétroaction positive. Sur un écran, l'effort est quasi nul et la récompense, le plaisir est immédiat. À l'école, par contre, l'effort est soutenu et la récompense, qui est la bonne note ou la réussite, est différée de plusieurs semaines, voire des mois. Encore une fois, attention en exogène contre attention endogène. Automatique contre volontaire. Une autre étude de Harvard montre que la surexposition précoce aux écrans entraîne une certaine difficulté à inhiber les distractions. Le cerveau devient donc myope. Il ne voit que le plaisir de l'instant. Jouer, regarder, courir. Vous voyez un peu. Et perd la capacité biologique de se projeter vers un gain futur comme réussir son examen. C'est ce que justement on va appeler une défaillance du contrôle inhibiteur, c'est-à-dire l'incapacité du cerveau à bloquer les réponses automatiques, les distractions ou les impulsions, ce qui nuit justement à la régulation du comportement de votre enfant. Et cette défaillance va entraîner l'impulsivité, la désinhibition et les difficultés justement d'attention. Et souvent, ça on le dit pas assez, mais l'inadaptation scolaire. Vous voyez déjà le lien des parents. C'est ce dysfonctionnement justement est d'ailleurs très commun dans les cas de TDAH. Les parents qui ont des enfants TDAH en savent quelque chose. Alors, le troisième point à travers lequel on va essayer de comprendre cette question de la concentration, ce sera l'impact justement des écrans sur la substance blanche. Il y a une étude marquante qui a été publiée dans le journal JAMA Pediatrics. Elle a utilisé l'imagerie par tenseur de diffusion, c'est une forme d'IRM. IRM, je crois que tout le monde connaît. Donc, elle a utilisé une forme d'IRM sur des enfants d'âge préscolaire et scolaire. Préscolaire, c'est maternelle. Et scolaire, voilà, c'est déjà école primaire. Les chercheurs ont découvert que les enfants ayant un temps d'écran élevé présentaient une sorte d'intégrité structurelle plus faible de la substance blanche. Pas de panique, je vous entends déjà d'ici me demander, c'est quoi ce qu'elle raconte? Je vous explique. La substance blanche, c'est un tissu nerveux qui est composé principalement de fibres nerveuses. Donc, ces fibres agissent comme des câbles de
communication qui relie les différentes régions cérébrales entre elles. C'est clair, non? Donc, si cette isolation, si ces câbles qui relient justement les différentes régions cérébrales sont de mauvaise qualité, la communication entre les différentes zones du cerveau, logiquement, sera plus lente et moins efficace. L'enfant va donc traiter l'information moins vite, mémoriser moins bien et se fatiguer beaucoup plus rapidement lors d'un effort intellectuel. C'est bon, vous avez saisi? Alors, chers parents, imaginez que le cerveau de votre enfant est une autoroute de l'information. À force d'écran, on abîme le bitume de cette autoroute. Un peu comme les camions qui abîment les routes de Douala. C'est ce que les scientifiques appellent la substance blanche. Et quand cette substance blanche s'abîme, les messages nerveux circulent moins vite. L'enfant essaie de se concentrer, mais c'est son cerveau, lui, il rame, il surchauffe et finit par abandonner. Pareil pour les petites Toyota comme la mienne qui circulent à Douala. Vous arrivez à un carrefour, impossible de sortir des nids d'éléphants. Alors, votre moteur, il surchauffe pour se libérer. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, les parents, c'est qu'il ne s'agit pas de votre enfant qui ne veut pas se concentrer. C'est juste que son câblage interne est perturbé par la vitesse artificielle des écrans. Chez un enfant protégé des écrans, le câble, lui, il est épais et bien isolé. L'information, la leçon apprise, elle circule bien et vite. Chez l'enfant surexposé, l'isolation est plus mince et désorganisée. L'information fuit. Elle circule lentement. Par conséquent, l'enfant doit faire 2 fois plus d'efforts que ses camarades pour traiter la même information. L'enfant se fatigue donc 2 fois plus vite. Il se décourage et il finit par zapper ses études. Ce n'est pas un manque de volonté. Il n'en a pas la capacité. Alors, comment aider votre fils ou votre fille qui décroche à l'école? La solution n'est pas forcément dans les cours de répétition, mais dans le calme neurologique. 3 conseils pour vous aujourd'hui, chers parents, pour ramener la concentration à la maison. Déjà, l'espace de travail de l'enfant. Aucun écran, même le téléphone en mode silencieux, ne doit être présent dans la pièce où l'enfant étudie. La simple présence d'un smartphone à côté de soi réduit la capacité cognitive de 20%. Yes! Car une partie du cerveau travaille à ignorer l'appareil. Je sais de quoi je parle. Ouais, quand je veux me concentrer, je mets le téléphone très loin de moi. Alors, le deuxième conseil que je vous donnerai ici, c'est d'entraîner, le slow. Ça veut dire quoi? Réapprenez à votre enfant le plaisir de l'effort long. La lecture d'un livre papier, j'insiste sur papier. Le dessin, je vous expliquerai pourquoi dans un prochain épisode. Le dessin, c'est aussi une très bonne activité. Le coloriage, j'adore. Ou même l'ennui. Toutes ces activités sont essentielles pour travailler ce slow-là, pour entraîner le slow. L'attente du plaisir différé. Ok? L'ennui, il faut savoir que c'est le moment où le cerveau déconnecte de l'extérieur pour se reconnecter à l'imaginaire. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est la règle que je donne déjà à mes enfants, la règle des 30 minutes. Pas d'écran avant l'école, ok? Et surtout pas d'écran juste avant les devoirs. Le cerveau a besoin d'un temps de transition pour passer de l'hyperstimulation au calme nécessaire à l'apprentissage. La réussite scolaire commence par un cerveau capable de se poser. C'était Madame K. Merci d'avoir pris le temps ce matin de m'écouter. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.